un scientifique qui vient nous parler de son domaine d'excellence. Alors aujourd'hui, c'est un dispositif un petit peu particulier. D'abord parce que j'ai eu des galères techniques, donc j'ai plein de fils partout, j'ai l'impression d'être dans l'ISS. J'espère que malgré ça, ça va bien se passer, mais finalement, ça tombe pas si mal parce que l'ISS, vous verrez qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure d'une façon assez inattendue. Mais tout présente nos invités du jour. On est sur les starting blobs, comme dit mon éminent confrère Fabrice Nico, qui m'a aimablement prêté cette plaisanterie. Je suis évidemment avec la grande spécialiste, une des meilleures spécialistes mondiales, il faut le dire clairement, Audrey Dussutour. Audrey Dussutour, vous êtes biologiste, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous travaillez à Toulouse, à l'université Paul Sabatier. Vous êtes à Toulouse à l'heure, c'est de là que vous allez nous répondre. À propos du blob, je dis tout de suite que vous êtes l'auteur de ce livre, voilà, qui est la Bible du blob. Tout ce que vous avez toujours sur le blob sans jamais oser le demander. C'est un livre qui est vraiment super. D'abord parce qu'il porte bien son nom, on peut tout savoir sur le blob, mais d'une façon plus inattendue pour moi, ça raconte plein de choses sur la façon dont se fait la science. Ça parle des publications scientifiques, ça parle de la pression sur les chercheurs, ça parle de la nécessité de publier, et au travers de l'exemple du blob, Audrey Dussutour vous donnez à voir la recherche d'aujourd'hui, donc c'est vraiment passionnant. On est aussi avec une invitée qu'on connaît bien à Sciences et Avenir, parce qu'elle a travaillé avec nous à la rédaction, c'est Valentine Delattre. Valentine, bonjour. On va en dire un petit peu plus sur toi tout de suite, parce que évidemment, le monde entier, c'est-à-dire les lecteurs de Télérama, les auditeurs de France Inter, te connaissent pour ta chaîne YouTube, qui s'appelle Sciences de comptoir, qui est une... Tout à fait. Ah ben là, voilà, on va... Alors j'ai oublié de dire qu'évidemment, bon alors moi je suis Olivier Lascar, rédacteur en chef du numérique à Sciences et Avenir, et Valentin Collia, journaliste aussi à Sciences et Avenir, community manager. C'est Valentin qui gère d'une main de maître nos réseaux sociaux, notre page Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, on est absolument partout. Et c'est lui aussi qui pianote sur son clavier pour faire la régie de ce direct sur Twitch. Alors, il va nous montrer un petit extrait rapido de l'un de tes programmes sur Sciences de comptoir. Sciences de comptoir, ça parle de cailloux, Valentine? Oui, essentiellement de cailloux, oui, de géologie. Alors, on aura l'occasion d'évoquer ça un peu plus tard dans l'émission, parce que Valentine, tu vas nous raconter tout à l'heure comment toi, tu as élevé un blob, j'allais dire dans ta cuisine, c'est pas totalement vrai, parce que tu l'as même élevé dans la rédaction de Sciences et Avenir, c'était pour les besoins d'un papier, on en parlera tout à l'heure. Alors, bonjour à tous, parce que vous êtes déjà un paquet à nous regarder, vous êtes près d'un millier déjà. Bonjour à Célacante, bonjour à Alex Gam 2923. C'est toujours très compliqué, très stimulant les pseudos sur Twitch. Il faut pas avoir des cailloux dans la bouche pour les prononcer. Le Guépard 7, Drizo. Bonjour à tous. Alors, Audrey Dussutour, on l'a dit, vous êtes spécialiste du blob. On en parle beaucoup depuis quelques années. Le succès médiatique du blob est important, mais néanmoins, il y en a peut-être qui ont raté les premiers épisodes et qui ne savent pas ce que c'est qu'un blob. Alors, pour rentrer dans le sujet, on va mettre une petite séquence de film, mais ce n'est pas forcément le film auquel vous vous attendez. Valentin, si tu peux nous envoyer la séquence. Alors, c'est un film des années 80. C'est un film qui donne à voir un personnage auquel je pense, moi, à chaque fois, quand il est question du blob. C'est une Star Wars par Mel Brooks. Vous l'avez peut-être vu, Audrey Dussutour, ça s'appelle La folle histoire de l'espace. Oui. Et donc là, il y a un personnage qui est c'est une parodie de Jabba the Hutt. Ils l'ont appelé Pizza the Hutt. Et alors moi, à chaque fois qu'on me parle du blob, on pense à lui. D'ailleurs, il faut que je retrouve la couverture de votre livre. Voilà. Et alors, sur la couverture de votre livre, voilà, alors c'est vraiment lui. Alors en plus, ce qui est super dans le bouquin, c'est que vous avez tout fait de A à Z. C'est vous qui avez fait les dessins aussi. Alors, je ne sais pas si le blob de couverture est de vous aussi. Non, celui-là, pas. C'est le seul qui n'est pas de moi. Celui-là, il n'est pas de vous. Non. Bon, et chaque fois, je pense à lui. Alors, Audrey Dussutour, le blob,
c'est un organisme qui est très, très particulier parce que, déjà, il est constitué que d'une seule cellule. Ouais, c'est exactement ça. C'est une cellule qui est géante, puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 10 mètres carrés. Donc ça, c'est le record qui est enregistré au Guinness des records. Donc, c'est des laborantins, en fait, qui se sont amusés à faire le blob le plus grand possible. Et c'était 10 mètres carrés. Mais ils ont arrêté, pas parce qu'ils sont arrivés à la limite du blob, mais parce que ça prenait beaucoup de travail, de le nourrir, etc. Alors, il y a des internautes qui sont bien renseignés sur la question. La Captain New qui se plaint qu'il y a du lag. Bon, ça va peut-être être corrigé. Il nous dit c'est encore un coup du Physarum polycephalum. Physarum polycephalum, Audrey Dussutour, c'est son nom scientifique. C'est son nom latin, oui, tout à fait. On n'avait pas de nom commun en français. Il en existait en anglais, mais on n'en avait pas nous. Et donc, je l'ai surnommé le blob. Et c'est rentré dans le dico. Maintenant, on peut tous l'appeler le blob. Alors, on va voir une autre séquence de film là, que Valentin va nous montrer et qui est une référence directe à ce blob. Alors, c'est davantage la référence qui revient régulièrement. Audrey Dussutour, vous avez fait notamment une présentation TEDx qui est visible sur le web, sur YouTube intégralement. Dans cette présentation, vous mettez aussi le passage du film, alors qui est un film d'horreur. Alors, je ne sais pas si c'est un film d'horreur, vu l'époque, d'abord c'est les années 50, ensuite il y a eu un remake dans les années 80, encore assez, faut avoir parfois l'estomac bien accroché, mais bon, le film des années 50, maintenant, il est assez désuet. Et il donne une représentation du blob, là, qu'on va voir. Bon, ça ressemble à de la gelée anglaise, quoi. C'est exactement ça. Il est rouge, translucide, et c'est une grosse gelée qui mange les gens et qui grossit. Et en réalité, ce qui m'a fait penser, c'est pour ça que j'ai surnommé Physarum polycephalum le blob, parce que dans le film, le blob, il grossit aussi vite que mon Physarum polycephalum. Et il a ce côté vorace. Et du coup, on le surnommait, nous, au laboratoire, le blob tout le temps. Et quand on a publié le livre, en fait, mon éditrice a dit il faut lui donner un nom parce que Physarum polycephalum, c'est trop compliqué. Et j'ai dit si tu veux, on l'appelle le blob. Voilà, c'est une grosse gelée rouge. C'est une idée de génie parce que ça donne une vie terrible à cet organisme. Alors, on a des questions là sur Célacanthe. Célacanthe dit mon blob s'appelle Patrick. Alors, Célacanthe, il aurait fait comme Valentine Delattre, il aurait élevé son propre blob. Mon blob s'appelle Patrick, il l'a fait 2 fois, mais là, c'est bon. On va voir si le blob peut mourir. Vous disiez, Audrey Dussutour, qu'un blob, ça peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, c'est l'équivalent de, dans le bouquin, vous dites en termes de piscine olympique. C'est une chambre. C'est une chambre de cité. C'est une chambre. Voilà. Et tout ça avec, donc on l'a dit, un seul organisme. Une seule cellule. C'est une seule cellule. C'est la cellule la plus grande au monde, en fait. On ne peut pas faire plus grand parce que les cellules, d'habitude, on ne les voit pas à l'œil nu parce que ça fait une centaine de microns. Et voilà, et le blob, lui, il est très gros, quoi. Et dans le laboratoire, on garde des blobs de 20 cm² environ. Donc, c'est déjà bien gros aussi. Alors déjà, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une seule cellule. Donc, la cellule, elle doit savoir tout faire. Elle fait l'œil, elle fait le nez, elle fait l'oreille, elle fait le poumon, elle fait l'estomac. C'est exactement ça. Le blob, il est capable de sentir dans l'environnement, il perçoit les substances chimiques, etc. Il est capable de percevoir la lumière, donc il voit plus ou moins. Et il est capable de détecter l'humidité aussi ambiante. Il va changer selon l'humidité ambiante. Il n'aime pas quand ça sèche un peu. Donc en fait, il a vraiment des récepteurs comme nous, on peut avoir des sens sur toute sa cellule. Et ça lui permet en fait de se déplacer en fonction de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alors, écoutez, Audrey Dussutour, d'après les commentaires, là, d'après les interventions de nos spectateurs là, sur Twitch, il y a une grosse communauté d'éleveurs de blobs, puisque Valentin217 dit « Mon blob s'appelle Billy the Bob ». Chaque commentaire chasse un autre, donc j'ai du mal à les lire tous. Et on va parler donc de la façon dont on peut le nourrir, puisqu'il y a par exemple Super 3 Héros qui dit moisissure et des bactéries. Il y en a un autre qui dit mange des flocons d'anoïs. Alors c'est un peu les deux. Commençons peut-être dans la nature, parce que le blob, on le trouve dans la nature. Il mange des champignons. Voilà. Dans la nature, le blob, il mange des champignons et des bactéries. Des bactéries surtout quand il est tout petit. Après, il préfère les champignons. Et dans le laboratoire, alors il y a un chercheur dans les années 60 qui a découvert qu'il mangeait des flocons d'avoine. Alors on ne sait pas comment il a découvert ça. Il a peut-être partagé son petit-déj, comme je vois les gens ici, ils avaient tous des blobs, donc j'imagine qu'ils ont tous testé des nourritures un peu différentes. Parce que le blob, il n'aime pas que les flocons d'avoine. Mais les flocons d'avoine, c'est ce qui marche le mieux.
mais il aime d'autres choses. J'ai des enfants qui ont mis de la betterave et le blob devient rose, par exemple. Ah, c'est pas mal. Et pas tous les flocons d'avoine, parce que dans le bouquin, vous dites qu'à des flocons bio, peut-être par réflexe un peu, je sais pas, écolo, je sais pas, puis à l'arrivée, ça marche pas du tout. Ah, c'est avec le blob américain, ça. C'est le difficile du groupe. C'est le capricieux du groupe. En réalité, les autres, ils aiment bien ça, les flocons d'avoine bio. Mais mon américain, il n'aime pas ça. Et comme on doit nourrir nos blobs de la même façon quand on fait de la recherche, et du coup, tout le monde est au Quaker. Voilà. Blob américain, parce que, donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Il y a plusieurs types de blobs. Et vous, en labo, vous travaillez sur plusieurs types de blobs. Mais avant de rentrer dans ces éléments qui sont déjà un peu précis, et puisque la question a été posée là alors par exemple, Kawas dit à quoi ça ressemble un blob. Peut-être que Valentin pourra nous mettre une image plein écran de ce à quoi ça ressemble, de quoi ressemble cet organisme unicellulaire qui est très très grand. C'est un organisme qu'on définit difficilement, et on définit en disant il n'est pas dans ce groupe, il n'est pas dans ce groupe, il n'est pas dans cet autre groupe. C'est ça, hein, il n'est ni animal ni végétal. Comment vous diriez ça, Audrey? On fait du ni-ni, parce qu'en réalité, en biologie, on apprend toujours aux enfants qu'il y a le règne des champignons, le règne des plantes et le règne des animaux. Et le blob, il ne rentre dans aucun de ces règnes. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres règnes, en fait. Et donc, lui, il fait partie d'un règne qui s'appelle les amébozoaires. C'est là où il y a les amibes. C'est des organismes qui n'ont qu'une cellule et qui n'ont pas de forme, en fait. Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Et ils font des petites excroissances qu'on appelle des pseudopodes, donc des pseudopieds, c'est comme des petits doigts, pour explorer leur environnement. Donc là, on voit bien sur cette photo le blob qui est parti connecter ses flocons d'avoine avec ses petits pieds. Et du coup, voilà, les amébozoaires, c'est ces cellules un petit peu qui ont pas de forme. Et donc, à l'intérieur de ce… Elles sont très anciennes, oui, je crois que vous dites dans le livre 500 millions d'années. Le blob, il n'est pas là depuis, il n'est pas tombé de la dernière pluie. C'est ça, 1 milliard 500 millions d'années, les premiers exemplaires. Ouais. Et alors, au niveau de sa reproduction, là, on a déjà des questions. Emen BLR pose la question, est-ce que le blob a plusieurs types sexuels? Effectivement, il n'y a pas un mâle et femelle chez les blobs. C'est ça. Non, la sexualité du blob, c'est bien plus compliqué que chez nous. En fait, il a 720 types sexuels. Ce n'est pas vraiment des sexes, c'est des types sexuels. Donc, c'est des gènes qui codent pour le sexe. Et en réalité, donc, il y en a 720 au moins, ce qu'on connaît à nos jours. Et pour se reproduire, il doit fusionner avec un blob d'un autre type sexuel que le sien. Donc, ça veut dire que c'est d'un autre type sexuel. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un blob de se reproduire que pour… c'est ça, hein, que pour Monsieur Lambda. Il faut vraiment qu'il n'ait pas de bol pour tomber sur un blob qui a le même type sexuel que lui. Il a, disons, une chance sur 720. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que le blob, ça se reproduit très très vite? Je crois que vous dites que sa croissance, elle est exponentielle. Alors ça, c'est sa croissance, c'est pas sa reproduction, parce que nous, on travaille sur le blob, j'appellerais ça sa phase adolescente. Ça s'appelle la phase végétative, c'est-à-dire ce blob qui grossit. Et là, il double, voire triple de taille, ça dépend des blobs, tous les jours. Donc, Physarum polycéphalum, il double de taille tous les jours. Et en réalité, dans la nature, quand il atteint une taille assez 20-30 cm², il rentre en reproduction. Mais nous, au laboratoire, on l'empêche de se reproduire en le gardant dans le noir et en le nourrissant tout le temps. Donc, nous, il grossit tout le temps. Il ne s'arrête jamais de grossir. Et ça vous a valu des déconvenus, ça, en labo, hein? Vous racontez que vous êtes parti un soir, vous êtes parti en week-end, et quand vous êtes rentré, vous avez ouvert le placard, il y avait plus de blob. C'est ça. D'ailleurs, ça répond à une des questions sur le chat. En fait, les blobs, quand ils commencent à grossir et à sortir des boîtes, ils fusionnent avec leurs petits copains d'à côté, s'ils sont génétiquement identiques, et du coup, ça forme un énorme blob. Et on l'a trouvé au plafond, parce que en réalité, vraiment, les blobs, il faut les nourrir tous les jours, parce que sinon, ils sortent chercher de la nourriture par eux-mêmes. Ils ne restent pas dans le petit container dans lequel on les met. Et du coup, voilà. Et ils fusionnent, du coup, avec leurs congénères, en effet. Et ils fusionnent comme ça. Ça peut durer très très longtemps, cette histoire, parce que on lit très facilement à propos du blob, et vous-même vous en parlez dans le TEDx ou dans le livre, que le blob, c'est une créature qui est réputée immortelle. Alors, bon, voilà une belle image. Alors, je sais pas, ça c'est quoi? C'est des boîtes de pétri qui ont été… c'est ça, voilà. Il est sorti là. Voilà, il est sorti de ces boîtes. Ça, c'est après 2 jours, si on ne lui donne pas à manger, il se passe ça. En fait, littéralement, il va chercher à manger, quoi.
Voilà, voilà. Il montera sur le mur, il n'hésitera pas. Alors, il ne va pas aller très loin parce qu'il n'aime pas trop marcher sur les substrats qui sont très secs. Donc, il reste toujours un peu connecté à sa boîte. Mais Il aime ouais, il peut l'humidité. quand même faire un bon mètre. Ouais, ouais, il aime l'humidité. Le blob, il faut absolument le garder à l'humidité. Et d'ailleurs, il va à quelle vitesse? Alors, le blob, il se déplace. Ça dépend, ça c'est pareil, ça dépend des types de blobs qu'on a, mais entre quelques millimètres par heure jusqu'à 4 cm à l'heure quand même, pour les plus rapides. 4 cm à l'heure. Donc, c'est pas visible à l'œil nu, mais vous avez Presque. fait presque, oui. Vous avez fait des vidéos hein, ou du stop motion, Ouais. je sais pas comment dire, en tout cas où on On fait voit du time-lapse, ça s'appelle, l'avancée. ouais. Voilà, où C'est on voit ça, on fait des l'avancée photos, une du. photo, c'est ça. On le voit avancer comme ça, assez. Et on le voit notamment boulotter des champignons en forêt. C'est assez étonnant. D'ailleurs, les champignons pas vénéneux, ils s'en fichent, le blob. Oui, il est pas très regardant sur les champignons. Il aime à peu près tous les champignons qu'on a essayés jusqu'à présent. Alors, question importante de Torgal de KR qui a peut-être vu le film Le Blob. Il dit, est-ce que c'est un danger pour l'homme? Alors non, pas du tout. Le blob, il est pas allergène. Il sécrète très peu de toxines. C'est pas du tout un danger. Il va jamais vous manger ou quoi que ce soit. Vraiment, lui, il mange des petites bactéries, des choses comme ça. Il est vraiment, c'est aucun danger. Je le dis souvent parce qu'il y a plein de gens qui me demandent si les enfants peuvent en avoir. Oui, vous pouvez en avoir à la maison, il n'y a pas de problème. C'est plus le gérer sa croissance qui devient difficile pour les parents. Mais en réalité, il y a vraiment aucun problème. Je n'ai aucune déclaration d'allergie jusqu'à présent. Avec tous les blocs qu'on a D'accord. 4 distribués. cm par heure, c'est plus vite que nous quand on était en confinement, nous dit un des internautes. J'espère qu'on n'y reviendra pas en confinement. Enfin, on verra. Enfin, certains y sont déjà. On a dit donc cet intérêt qu'il avait pour manger. Hein, l'alimentation, finalement, c'est quand même le grand dada dans sa vie. Hein, c'est sa grande obsession. Au blob, il veut manger. On a dit que dans la nature, c'était des champignons, des bactéries. En labo, des flocons d'avoine. Mais comment finalement sait-on qu'il apprécie tel ou tel mets, si je puis dire? Ça, c'est des expériences en labo que vous avez menées. Dans le livre, Oui, vous mais expliquez que vous avez fait de la c'est ça. cuisine pour le blob. Oui, on fait de la cuisine pour le blob, mais c'est très facile à faire à la maison, en fait. C'est ce qu'on appelle les manips de cafétéria. Et donc, vous mettez votre blob à 2-3 cm d'une source de nourriture. Ça peut être un bout de carotte, un bout de kiwi. Et le blob, il va vous dire tout de suite s'il aime ou s'il n'aime pas, parce que s'il aime, il va aller de suite dessus, puis il va ramper dessus. Et s'il n'aime pas, il va aller à l'autre bout et il va créer une petite muraille de mucus, comme ça, entre lui et la nourriture. Le blob, en réalité, quand on voit son comportement, on comprend très bien ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est assez, il est assez net au niveau de ses comportements. Il est basique. Ouais. Ouais. Et alors, il a C'est une assez oui ou passion non, pour le quoi. jaune d'œuf. Oui, il aime le gras, le blob. Le gras et les protéines, en fait, mélangées. Il adore ça. Et pourquoi? Parce que c'est une seule cellule. Et donc, en fait, il est fait que de gras et de protéines quasiment. Donc, il en a besoin pour grossir. Il y a un internaute qui nous dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un nez? Oui, c'est la question. C'est Super 3 Hério qui dit ça. C'est vrai que la question se Il pose a des parce qu'il n'a récepteurs. qu'une seule cellule. C'est ça. Voilà, Exactement. Et alors, qu'est-ce Il a qu'il des petits attrape? récepteurs sur sa membrane. Et du coup, c'est comme si vous léchiez le sol, en fait. Le blob, il a des récepteurs au goût. Et quand il rampe comme ça, il goûte le sol, en fait. Et c'est comme ça qu'il détecte les petites substances qui diffusent dans l'environnement. Parce que quand vous mettez, par exemple, un kiwi, il y a des petites substances du kiwi qui vont diffuser dans l'environnement et le blob, il peut les sentir à distance. Alors, beaucoup de questions sur la façon dont on peut l'élever, puisque vous avez dit que, Audrey Dussutour, vous avez dit que les enfants peuvent l'élever, il n'y a pas de problème. Alors d'ailleurs, à ce propos, on va faire juste une parenthèse, parce que j'ai fait une petite accroche sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, mais il ne faudrait pas oublier cette affaire en cours de route. On avait prévu cet entretien, Audrey Dussutour, de longue date, hein, le 18 mars, et puis alors les journalistes, ils disent l'actualité a du talent. Moi, je dirais on a eu un bol de fou, parce que aujourd'hui, le 18 mars, il y a une vraie actu sur le blob, et c'est une actu spatiale. Quelle est-elle, Audrey Dussutour? Le blob part sur l'ISS avec Thomas Pesquet. Donc, en fait, Thomas Pesquet s'envole cette année pour sa mission et il va prendre avec lui 4 blobs, 4 petits blobs. Et en parallèle, il y a 2000 écoles qui vont pouvoir aussi faire la même expérience que Thomas Pesquet sur Terre, puisqu'on a préparé 2000 kits qui seront distribués au premier arrivé, premier servi. Il faut aller sur le site du CNES. C'est ouvert aux primaires, au collège et au lycée. 2000 pour l'instant, on en a préparé. En fait, 2000 fois 3, donc 6000 blocs, ça a été...
On est presque 4000 là, hein, on est presque 4000 en direct, donc il va falloir se dépêcher. Il faut aller vite voir vos profs, leur dire je veux faire cette expérience et elles ont juste à s'inscrire sur le site et ils vont pouvoir faire finalement exactement la même expérience que Thomas Pesquet. Ils recevront en fait les blobs, les petits papiers exactement comme Thomas Pesquet et on va pouvoir enfin comparer le blob sur Terre et dans des conditions de l'ISS, c'est-à-dire en micro-pesanteur. Donc, on imagine que le blob va peut-être un petit peu flotter, plus que d'habitude en tout cas. Bon, mais Pesquet. Non, on a vraiment fait tout, attention, on a passé des mois à tout tester pour être sûr qu'ils ne sortent pas. On a mis des toutes petites membranes respirantes avec des tout petits trous pour être sûr que même un tout petit pseudopode passe pas. Donc, il n'y a aucune inquiétude, il y aura pas l'ISS ne va pas être toute jaune, remplie de blobs. Visuellement, ça serait sympa, j'allais dire. Enfin non, il ne faut pas souhaiter ça, évidemment. Le film live, là. Ouais, c'est ça, voilà, live. Vous avez dit tout à l'heure, voilà, il y a quelques camions. Voilà. Oui. Il y a quelqu'un qui dit ça se mange un blob. Vous dites dans le livre qu'il y a une certaine, je crois, tribu en Amazonie qui le mange, non? Il y a une communauté en Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes, mais ils mangent un blob qui s'appelle, alors c'est drôle, il s'appelle Fuligo septica. C'est le cousin de Physarum. Alors lui, par contre, il a plein de noms communs, parce qu'en anglais, il est appelé dog vomit, donc vomit de chien. En espagnol, caca de luna, je ne vais pas traduire ça, c'est facile. Et il est appelé déjection de troll dans les pays nordiques. Et nous, en France, comme on est des poètes quand même, on l'appelle fleur de thym. C'est le gros blob que vous voyez partout dans vos jardins. En France, il y en a plein. Ça ressemble à une grosse éponge jaune. Il est un peu difficile à garder à la maison. Il faut un peu l'entraîner. C'est pas aussi facile que Physarum polycéphalum, mais ça se fait pour les plus patients. Vous pouvez garder un fuligo chez vous aussi. D'accord. Et donc, ça se cuisine, quoi, si on a la bonne recette. Et le fuligo, alors, faut vraiment aimer ça. Parce que, alors, moi, les Physarum polycéphalum, j'ai des enfants qui ont déjà essayé de les goûter quand je fais des conférences dans les écoles. Et la plupart du temps, on m'a dit que c'était vraiment dégoûtant. D'accord. Sur l'expédition dans l'ISS, parce qu'il faut dire effectivement que les astronautes, quand ils passent 6 mois dans l'ISS, ils occupent leur temps à faire des expériences pour voir comment l'absence de gravité, ça influe sur l'expérience. Vous avez dit tout à l'heure que les blobs, vous avez travaillé spécifiquement avec des blobs américains, japonais, australiens. Les blobs qui partent dans l'espace, là, ils sont de quelle nationalité? Alors, c'est des blobs de laboratoire qui viennent de Leicester, donc c'est un blob semi-anglais, semi-allemand, c'est un mix. Il s'appelle le LU-352, il a vraiment un nom d'astronaute pour le coup. Et en fait, c'est le blob qui a été séquencé, dont on connaît les génomes, qui s'en va. Alors, pourquoi on envoie ce blob? Parce que c'est notre warrior, c'est notre guerrier. C'est celui qui il triple de taille tous les jours, il se réveille tout le temps, on n'a aucun problème avec lui. C'est lui qui déborde beaucoup. C'est celui avec qui je fais toutes mes vidéos, parce que c'est vraiment le blob, notre plus fort, quoi, notre costaud. On ne voulait pas envoyer nos petits faiblards là-haut. Eh oui, c'est le blob schwarzien. Il y a un lecteur qui disait quelle différence entre l'impesanteur et la micropesanteur. Je suis sûr qu'on a un papier sur le site de Sciences à Venir qui va pouvoir répondre à cette question. Il y a une question intéressante qui renvoie à une précédente. Tom, c'est bon. Les ramifications semblent mathématiquement très complexes, mais à quel point? Là, on pourrait citer une expérience dont vous parlez dans le bouquin, qui est l'expérience de ce grand spécialiste japonais du blob, qui a, alors on a une photo là que va nous montrer. Expliquez-nous, Audrey Dussutour. Il a essayé en fait. Voilà. C'est l'expérience de Toshiaki Nakagaki, donc c'est mon collègue japonais, c'est le maître des blobs au Japon, c'est Monsieur Blob. Et alors, il a eu comme idée de reproduire des petites cartes du Japon miniature. Et alors, il a mis le blob sur Tokyo, et les petits points que vous voyez, c'est des flocons d'avoine qui sont sur les positions des villes autour de Tokyo. Et alors, au début, il pose son blob en gris, en gris, on a la carte du Japon. Exactement. Et le blob, lui, alors il s'étend. Chaque fois qu'il trouve un flocon d'avoine, il connecte avec une veine. Donc, parce que le blob, à l'intérieur du blob, il y a un réseau veineux. Et ce réseau, il est très optimisé. En réalité, ce qu'a fait Toshiaki Nakagaki, c'est de comparer plusieurs paramètres, dont le coût du réseau. Alors, un réseau qui est coûteux, c'est-à-dire qu'il est ultra connecté. Toutes les villes sont connectées, mais ça coûte très cher, en réalité. Et il a regardé la robustesse, c'est-à-dire si on coupe une veine, est-ce que le blob, il peut quand même connecter tous les flocons d'avoine? Donc, il a comparé un petit peu tout ça. Et il s'est avéré que le blob était un poil plus efficace que le réseau ferroviaire japonais, parce qu'il était moins coûteux, mais tout aussi robuste. Donc, finalement, l'étude du blob permet d'avoir des informations sur l'étude des structures en réseau. Et ça a des implications
qui sortent de l'étude purement animalière, puisque vous êtes éthologue, hein, vous, Audrey Oui, Desciteaux. Mais c'est là où ça retombe sur des considérations qui sont dans votre livre, qui sont que l'étude fondamentale et l'étude d'un organisme comme celui-là, comme le blob, ça peut déboucher sur des applications liées à l'informatique, par exemple, très, très étonnantes. Oui, tout à fait. À l'heure actuelle, je travaille aussi avec des boîtes qui sont, par exemple, qui veulent faire ce qu'on appelle du green IT, c'est-à-dire Oui. ils veulent trouver des réseaux optimaux, etc. Et on travaille avec le blob là-dessus. En réalité, le blob, il peut être source d'applications en médecine, même en sciences de l'informatique. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Il y a encore des choses à explorer parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais je l'ai vu un peu passer dans le chat, c'est que cette immortalité du blob, si on trouve son secret, je pense que ça aura quand même des gens seraient très contents finalement d'utiliser les secrets du blob parce que le blob peut régénérer ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, autre application qui serait merveilleuse, évidemment, on n'y est pas encore, mais il y a un internaute qui a parlé de tumeurs. On sait que les tumeurs cancéreuses, pour croître, elles ont besoin de ramifications en circuit veineux pour les alimenter. Or, la façon dont le blob est lui aussi servi par son réseau de veines, ça vous permet de faire des comparaisons. Et peut-être un jour, les spécialistes de la médecine du cancer pourraient développer des systèmes qui neutraliseraient les tumeurs. C'est ça. Alors ça, c'est pas mon travail, c'est le travail de Hans-Günther Doberleiner, un collègue allemand, qui en effet est un physicien, lui, et il travaille sur la vascularisation et surtout la mise en place de cette vascularisation. Parce qu'il faut savoir que le blob, quand il est tout bébé, il n'a pas de veines. Les veines arrivent quand il commence à faire 1 à 2 mm carrés et il regarde la formation de ces veines parce que la formation de ces veines obéit aux mêmes lois physiques que la formation des veines au début des tumeurs aussi. Parce qu'au départ, les tumeurs, elles n'ont pas de veines non plus. C'est un petit amas cellulaire. Et puis, quand la tumeur grandit, finalement, elle court-circuite notre vascularisation et elle crée sa propre vascularisation pour nourrir toutes les cellules cancéreuses. Et donc, lui, il regarde comment le blob fait pour pouvoir interférer sur les tumeurs après. Beaucoup de questions sur la couleur de nos blobs là qu'on voit. Il y a quelqu'un qui dit Mezza 57, c'est une colorisation. Il y a un internaute précédemment qui dit pourquoi il est jaune. Non, c'est des vraies couleurs, il n'y a pas de colorisation. Ouais. Pourquoi il est jaune. Alors le jaune, il est jaune parce qu'il a des pigments qui reflètent le jaune. Donc c'est pour ça que d'ailleurs au départ on avait pensé que c'était une plante. Mais je vais vous montrer en exclusivité aujourd'hui un blob qui est rouge. Alors je ne sais pas si on le voit très très bien, mais il est rouge. On voit pas très bien. Ah oui, c'est une pizza là, voilà. Presque. Alors, il est moins ragoûtant celui-là. Alors ça, c'est Physarum roseum. C'est notre nouveau blob. C'est le cousin de Physarum polycephalum. Alors, il est beaucoup plus lent. Ouais. C'est beaucoup moins intéressant. Et par contre, il sent une odeur assez particulière. Le blob sent beaucoup la forêt, le jaune. Ouais. Celui-là, là. Celui-là, il sent la forêt. Mais le rouge, il sent l'iode. D'accord. Il est japonais, ce petit rouge. Et alors, il a été élevé au bord de la mer ? Ah ben, je sais pas, mais en tout cas, il sent le frais. C'est très rigolo. Et alors, il a une particularité aussi pour les éleveurs de blobs qui suivent, là, je vois, il mange l'agar. Il mange son substrat. Normalement, le Physarum polycephalum, il se déplace dessus et il mange des flocons. Lui, le rouge, il creuse, il mange l'agar. Ouais, ça, c'est embêtant, non, pour le... Ouais, ça va être compliqué de l'élever. Ça va être compliqué de l'élever. Ça fait que 2-3 semaines qu'on l'a. Et voilà, on va expérimenter dessus quand il aura suffisamment grandi. Alors, le suppôt du 50... Je ne peux pas me faire sentir, je suis désolée. Non, mais vous nous l'avez bien, vous nous avez donné envie, on a envie de l'accrocher dans sa voiture pour avoir des bonnes odeurs d'iode. Il y avait une question sur le blob, pourquoi on l'appelle le blob. Alors, il faut... je rappelle que cette émission, vous pourrez la retrouver intégralement en replay sur le site web de Science et Avenir. Alors, elle sera visible encore pendant quelques semaines sur notre chaîne Twitch, mais on va l'encapsuler dans un article de Science et Avenir. Ça va être sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez revoir intégralement et entendre les explications sur le nom du blob. Évidemment, il faut vous abonner à notre chaîne Twitch sur Science et Avenir. Comme ça, vous serez averti de toutes les vidéos que nous faisons chaque semaine, puisque tous les jeudis à 17h30, on fait un direct, comme ça, 1h30 de direct avec un scientifique, pour parler de sujets complètement différents, puisque on a fait la matière noire en cosmologie, on a fait les volcans avec Jacques-Marie Bardenzef. La semaine dernière, on avait une de mes collègues, Sylvie Roat, qui interrogeait Romain Troublé de l'expédition Tara, qui parlait des océans et de la santé des océans. Donc,
ça va dans tous les sens. Il y a une question sur la capacité d'apprentissage du blob. Un des internautes a dit comment il peut apprendre finalement ce blob? C'est une question vachement importante dans vos travaux. Comment il peut apprendre alors qu'il n'a pas de cerveau? Alors, ça, c'était la question qui nous a, oui, en effet, taraudé. Il a fallu d'abord montrer que le blob est capable d'apprendre. Alors, il faut savoir que le blob, il apprend des choses qui sont relativement simples à son niveau. Ce qu'il apprend, le blob, c'est à ignorer des choses qu'il n'aime pas. Parce que le blob, il a plein de choses qu'il n'aime pas, comme je vous disais, pour la nourriture, etc. Et on peut lui apprendre finalement à alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il n'aime pas Ou alors, il n'aime pas plein de choses. Il n'aime pas toutes les substances amères. Donc, par exemple, la quinine qui est dans le PEPS, il déteste. La caféine, donc ce qu'il y a dans le café, il déteste. Il n'aime pas la vanille et il n'aime pas le sel. Et donc, on a réussi à lui apprendre à ignorer ces 4 substances, alors que d'habitude, vraiment, il les touche et il va de l'autre côté. Et là, dans l'expérience, il n'y avait pas le choix. Il devait y aller quand même. Il devait traverser s'il voulait manger. Donc, on a montré avec les jours, l'entraînement, que le blob, finalement, à la fin, il montrait plus d'aversion envers ces substances. Et on s'est demandé, du coup, comment il apprenait, parce qu'il n'a pas de cerveau. Ce qu'on s'est aperçu, c'est apprendre une substance, il la mange. Donc, c'est un peu comme si les enfants, pour apprendre leurs devoirs, ils devaient les manger. Ben, le blob, il fait ça, en fait, pour apprendre finalement, à contrecarrer une aversion. Ce qu'il fait, c'est qu'il avale la substance et du coup, elle est à l'intérieur. Et du coup, il fait plus trop la différence entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et du coup, il est baigné dans cette substance et il s'habitue comme ça. Et on a montré que si on injectait avec une petite seringue directement la substance dans le blob, on avait le même comportement d'apprentissage. Et c'est comme ça aussi qu'il peut transférer cet apprentissage à un autre blob, puisque les blobs peuvent fusionner quand ils sont génétiquement identiques. Et donc, quand un blob avait appris quelque chose, on le faisait fusionner avec un naïf, hop, on laissait la fusion se faire, puis on les séparait, et on s'apercevait que les 2 blobs avaient l'information. Donc, il y a un transfert qui se fait. Donc, le blob peut apprendre un autre blob. Ça. Alors, Néoax se pose la question, comment peut-il vivre dans les océans s'il n'aime pas le sel? Il ne vit pas dans les océans, hein, il vit dans les sous-bois, il aime l'humidité. Il n'est pas dans l'eau. Le blob ne vit pas dans l'eau. Alors, il y en a très peu. Il y a une seule espèce. J'ai vu qu'il y avait la question combien il y a d'espèces de blobs. Alors, il y en a 1000 connus, 10 000 estimés. Et il y a une espèce qui est légèrement aquatique qu'on retrouve souvent dans les aquariums. On m'a envoyé beaucoup cette photo. Il s'appelle Didinium, petit blob blanc qui vit dans les aquariums. Donc, vous pouvez des fois en voir dans des terrariums aussi sortir. C'est des petits blobs blancs qui aiment beaucoup. Il y a 2 questions là qui étaient vachement intrigantes. Yanis SC, les blobs ont-ils un ADN? Et une autre question, je vous l'ai dit avant de l'oublier, qui disait le blob a l'air d'être vachement bien adapté à la 2D, mais est-ce qu'on a fait des expériences sur la 3D? Alors, par rapport à l'ADN? Alors, par rapport à l'ADN, oui, le blob a de l'ADN, comme tous les êtres vivants. En fait, alors on ne sait toujours pas combien il a de chromosomes. On sait qu'il en a plus que nous. Il a un génome qui est très long, mais on ne sait toujours pas combien il a de chromosomes. Ça reste un grand mystère. Et pour la 3D, alors ça, c'est une question qui vraiment tombe pile poil, j'ai un rendez-vous, une réunion avec quelqu'un qui est spécialiste de ça la semaine prochaine avec un Américain. Et on va essayer de faire grimper le blob sur des petites fibres, des petits fils nanométriques, et pour voir si on peut le faire monter en 3D. On va voir s'il est capable. Ah ben d'accord. Mais en labo, il nous l'a déjà fait. De faire des piliers, quand on le met dans un substrat, sur un substrat qu'il déteste, par exemple sur la vanille, la plupart du temps, il fait des piliers et il passe par le couvercle de la boîte et il s'en va. Donc, il est capable de faire de la 3D quand il veut. Exactement. D'accord. LD Ninja demandait, alors la question est en train de filer, est-ce qu'on peut fusionner différents types de blobs? Vous en avez parlé un petit peu précédemment, mais on peut fusionner l'américain et le japonais? Non. Alors oui, ça, oui. Eux, c'est les seuls parce qu'en fait, ils ont un problème de reconnaissance et ils fusionnent, mais l'américain, il tue le japonais. Mais en réalité, non, seuls des blobs génétiquement identiques peuvent fusionner. En réalité, vous savez, les blobs, on peut les prendre, les couper en morceaux. Et ça fait des morceaux complètement autonomes, des blobs autonomes. Donc, c'est ce qui est très pratique dans l'élevage, c'est qu'on peut les couper. Et donc, on peut les refusionner aussi. Mais des blobs qui sont génétiquement différents ne fusionnent pas. Mais si vous jouez à la maison, vous allez voir que par contre, ils se collent, ils n'hésitent pas à se coller, à se monter dessus, etc. Et on a vraiment l'impression qu'il n'y en a qu'un. Mais en réalité, si on regarde de près, ils sont bien séparés. Mais ils sont pas timides, les blobs. Cette question sur l'absence de connaissances, sur le nombre de connaissances de chromosomes, c'est un trick Thomson 7 qui dit avec les techniques de séquençage, maintenant, on n'y est pas arrivé? C'est simplement qu'on n'a pas eu l'occasion? Non, on ne peut pas. J'explique pourquoi. En fait, le génome du blob est très compliqué. Parce que, alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails, du coup, pour cette question. Alors, vous savez, l'ADN, c'est fait de base ACTG. Et en fait, pour lire le génome, ce qu'on fait, c'est qu'on a des petites enzymes qui lisent comme ça, des grands segments d'ADN, sauf que l'enzyme, elle s'accroche bien quand les bases changent souvent. Mais le blob, il a des longues séquences comme ça, répétées de la même base.
c'est GGGGG, ce qui ne veut rien dire génétiquement. Du coup, l'enzyme, elle saute et du coup, elle fait des tout petits bouts. Donc, on a en fait, c'est comme si l'ADN du blob, à l'heure actuelle, c'est un grand puzzle 1000 pièces où toutes les pièces seraient noires et on doit refaire le puzzle pour comprendre quel… C'est l'enfer. Donc, le blob, il est séquencé, mais ce qu'on dit qu'il n'est ni assemblé, ni annoté. Donc, on n'a pas encore mis tout bout à bout. Et une fois qu'on aura tout mis bout à bout, on pourra le lire et comprendre quel gène veut dire quoi. Alors, une question de Nebulosas. Ça ressemble beaucoup au mycélium de champignons. Peuvent-ils rentrer en symbiose avec d'autres organismes? Alors, il n'y a pas de symbiose connue de Physarum polycéphalum avec d'autres organismes. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au mycélium. Le réseau veineux du blob est un peu plus compliqué, mais ça ressemble en effet à ces formes un peu arborescentes. Ça ressemble beaucoup. Alors, comme on a déjà eu beaucoup de questions sur la façon dont on peut élever un blob, on va ouvrir cette conversation et faire rentrer dans notre salle virtuelle, si je puis dire, donc Valentine Delattre. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors Valentine, vous êtes journaliste, vous êtes vidéaste, c'est vous qui êtes aux manettes de cette chaîne Sciences de comptoir qui explore la géologie d'une façon tout à fait singulière. Mais vous ne vous intéressez pas qu'aux cailloux, puisque le blob a fait l'objet de vos attentions il y a quelque temps. En fait, j'ai retrouvé dans ma crypte, c'est-à-dire mon bureau, j'ai retrouvé l'exemplaire de Hashtag Science qu'on faisait ensemble, Valentine. Enfin, on était plus que ça, mais il y avait du monde. Et dans Hashtag Science, vous aviez fait ce beau papier pour lequel vous aviez interrogé Audrey Dussutour. On a adopté un blob et littéralement, les journalistes, ils écrivent ce qu'ils font. Vous aviez ramené un blob à la rédaction et là, il y avait toute une recette pour expliquer comment le nourrir, comment le faire prospérer. Et je me souviens que, alors vous aviez un bureau là il est vide maintenant ce bureau, il est terriblement vide, Valentine, depuis que vous êtes partie. Et il y a toujours une fenêtre et sur le bord de la fenêtre, il y a une petite coupelle. Mais grave erreur, Valentine, parce que la coupelle était près de la lumière. Oui, mais la lumière n'était pas directement dessus, donc normalement ça allait, non? Je sais pas. Parce que le blob, Audrey, le blob n'aime pas la lumière. Non, le blob, il n'aime pas les UV en particulier et la lumière blanche, il déteste ça. Il peut rester 1 heure ou 2. Vous pouvez largement le temps de faire des expériences, etc. Mais plus d'1 heure ou 2, en fait, souvent, il meurt, il blanchit. Et donc, non, il n'aime vraiment pas. Il ne faut pas laisser les blobs à la lumière. Bon. Alors, je les sortais surtout pour leur donner à manger et après, je les rangeais j'avais une petite valise que j'amenais au travail tous les matins et je la ramenais le soir. Alors, Valentine, qu'est-ce que tu lui donnais à manger? C'était les fameux flocons de maïs? De céréales? Ouais, c'était des flocons d'avoine et puis j'ai essayé 2-3 autres choses. J'ai essayé la bière aussi. Il a beaucoup aimé. Je sais pas si c'est normal. La bière? Oui, il aime bien. C'est les levures. Oui, c'est les levures. Les levures, c'est des champignons unicellulaires, donc c'est des petits champignons, donc il aime bien les levures. D'accord, voilà. Le blob est un hipster. Et voilà, oui, sinon c'était des flocons d'avoine et puis voilà. J'ai pas fait l'expérience avec le champignon. Alors que ça me faisait très envie, donc je pense qu'il va falloir que je réveille le blob pour faire ça. Mais alors, il est où, ce blob? Eh bien, tu le l'as voici. avec toi, là? Oui, je l'ai là. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, je vais essayer de… Ouais, alors voilà, ça c'est l'inconvénient. Ah oui. Oui, on dirait un filtre à café un peu vieilli, quoi. Voilà, c'est un filtre à café à la base. Et, d'accord, c'en est un. Avec un vieux reste de blob. Ouais. Et donc là, le blob est endormi. Il est en phase de sclérote, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Audrey Dussutour, un blob endormi? Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas les aliments qui lui sont nécessaires? Non, alors, le blob, quand le milieu commence à se dessécher et qu'il n'a plus à manger, il sent le stress venir et ce qu'il fait, c'est qu'il s'enquiste. Il perd toute l'eau, il perd beaucoup de choses, il s'endort. Et ça forme un petit lichen qu'on peut garder des années. On peut le garder des années dans un tiroir. Valentine, elle pourra le réveiller, il se réveillera certainement. C'est ce qui part d'ailleurs dans l'ISS, c'est des blobs endormis. Et c'est Thomas Pesquet qui va les réveiller une fois là-haut. D'accord. Et le blob, ça ressemble à ça. C'est ça, exactement. Vos demi-échantillons, orange foncé. C'est exactement ce que vont recevoir les enfants. Donc, c'est orange. Alors, ce qui est absolument génial, c'est que quand le blob vit dans le labo, en version grosse cellule, il vieillit comme tout organisme. On voit qu'il commence des fois un peu à peiner, à moins grossir. On le fait dormir comme ça. Et quand on le réveille, il est rajeuni.
C'est complètement magique. C'est pour ça qu'on dit que le blob est biologiquement immortel. Il n'est pas immortel dans le sens où on peut facilement tuer un blob, du froid, du chaud, de la lumière, etc. Mais si on s'en occupe bien, nous, nos blobs, ils ont plus de 70 ans et ils se portent super bien. Donc, voilà. Vous racontez néanmoins dans votre livre, Audrey Dussutour, qui a été cité plusieurs fois dans le chat, donc je pense qu'ils sont nombreux les internautes à l'avoir lu, dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blog sans jamais oser le demander. Il y a un récit comme ça par une américaine au Texas 70 ça a fait un peu ça a été dans les journaux, quoi. Hein. Elle découvre un truc dans son jardin. Qu'est-ce qui se passe dans Washington Post. En fait, c'est l'histoire de Mary Harris qui, dans son jardin, trouve un fuligo, en fait. Donc, c'est un cousin de Physarum, un tout petit blob. Et au début, elle trouve qu'il n'est pas très beau. Et donc, en fait, son premier réflexe, c'est de l'exploser avec un râteau. Donc, alors vraiment, elle l'explose en petits morceaux. Et le lendemain, elle revient. Et il est toujours là, mais il a doublé de taille. Et du coup, elle décide de prendre des insecticides, des pesticides qu'elle avait dans son garage. Elle pulvérise. Et là, il vire au violet. Enfin, ça devient vraiment dégoûtant. Et elle se dit, c'est bon, là, c'est réglé. Et le lendemain, elle revient. Il a la taille d'une pizza. Et vraiment, là, elle commence à paniquer. Et dans l'histoire raconte qu'elle a appelé les pompiers qui ont essayé de l'asperger avec un jet d'eau. Il y en a eu partout dans le jardin. Et le lendemain, elle est revenue, il faisait 1 mètre carré. Donc là, elle a appelé parce l'histoire se passe au Texas. Et elle appelle du coup les flics qui font quoi? Qui tirent sur le blob. C'est réel. Ils tirent sur le blob. Ça fait des petits trous dans le blob. Mais ça lui a rien fait du tout. Il a continué à grandir. Et un jour, il a disparu. Mais là, à l'époque, on ne savait pas ce qu'il avait fait. Mais en réalité, il avait juste sporulé. Il est rentré en reproduction. Donc, toutes les spores étaient parties avec le vent. Donc, il avait complètement disparu. Et la seule explication qu'ils ont trouvée à l'époque, c'est pas ce que c'était. C'était que c'était un alien qui avait visité son jardin. Oui. Et donc, en fait, le thème de l'article, c'était, je ne sais plus, UFO, je ne sais pas, dans le Washington. On dirait un épisode des Simpsons, nous dit Kazaï 1. Ben, ça devait être à l'époque. C'était dans les années 70, ouais. C'était dans les années 70, à l'époque où les gens voyaient beaucoup d'UFO aux États-Unis. Et puis, on ne connaissait pas bien le blob à l'époque. Même aux États-Unis, alors que maintenant ils le connaissent bien, mais à l'époque, on ne savait vraiment pas ce que c'était. Et c'est vraiment le fait qu'elle a continué à regarder tous les jours cette bête un peu étrange. Alors, Valentine, ton blob là, que tu avais appelé Dylan, parce que blob Dylan, ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre, mais bon, ils pourront chercher. Donc, Dylan, il a vécu sa vie pendant... tu as réussi à en faire ce que tu voulais, quoi, finalement? Tu as contrôlé sa croissance ou il y a un moment où tu t'es senti dépassé? Non, ça allait à peu près. Je l'ai gardé en vie pendant 2-3 mois, je crois. Et après, donc, je l'ai endormi parce que je partais en déplacement et que, effectivement, quand on part en week-end, il faut l'emmener avec soi. Quand je partais en reportage aussi, je l'emmenais. Du coup, je l'ai baladé un peu partout en France. Il a connu les côtes bretonnes, la Normandie, le sud. Enfin, c'était assez chouette. Et j'ai oublié ta question, du coup. Non, mais c'est que donc, t'as maîtrisé la chose, quoi. Enfin, élever un blob, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de matériel. Il y a un internaute qui disait, moi, je le fais pousser sur des sopalins. Non, on peut. En fait, on n'est pas limité. Il faut que le substrat soit humide. Une éponge, ça marche aussi. Alors moi, j'ai testé sur des petites boîtes de pétri que j'avais à la maison. Donc, je faisais la gélose comme en labo. Et voilà. Et en fait, effectivement, j'avais plusieurs boîtes et je faisais un roulement. Du coup, ça fait beaucoup de vaisselle, mais je préférais faire ça parce que je l'ai cloné dès le début parce que j'avais peur qu'il meure. Et j'ai bien fait parce qu'il meurt très vite, en fait. Et donc, au final, j'avais une tour de 6-7 boîtes de pétri comme ça. Et c'était marrant parce que le soir, des fois, il se rendait visite. C'était une fête des voisins et je retrouvais le matin dans un état pas possible. Donc, c'était assez rigolo. Mais bon, ça fait beaucoup de vaisselle. Blowing in the Wind, nous dit vidéo kill de Radio Star. Donc, je vois que tu as ta référence, en fait, mais on le savait, que les spectateurs de Twitch, ils connaissent cette référence, évidemment. Bon, il y a la question quand même de la façon dont on se procure ce blob. Parce que toi, Valentine, tu avais directement accès à la production, si je puis dire, puisque tu étais en contact avec Audrey Dussutour pour faire le papier, mais un internaute, quelqu'un qui nous regarde et qui a un coup pour le blob et qui a envie d'en avoir un à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas dans l'animalerie du coin. Enfin, comment on fait pour acheter un blob? Maintenant, on peut acheter des blobs facilement sur Internet. Il y a plein de sites sérieux qui vendent des blobs. Je ne vais pas les dire tous parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais je vais en dire 3 au moins. Il y a Blob Shop, Kit Blob, le Labo du Blob,
je crois. C'est Labo du Blob, Blob Shop, Kid Blob. Il y a le Sorda Lab aussi, qui vend le blob. Ça, c'est les 4 que je connais sur le bout des doigts. Et sinon, vous pouvez le trouver sur eBay, il paraît aussi. D'accord. Alors, il y a un internaute qui est son nom est parti, c'est disparu. C'est dommage parce que j'aimais bien sa question. Il disait si on renverse un verre, est-ce blob l'éponge? Voilà, c'était très bien ça. Il faut pas hésiter. Il y a Blob Marley aussi. Donc l'Internet, on peut s'en procurer sur Internet. Parce que vous, oui. Audrey Dussutour, vous racontez dans le bouquin que vous avez établi votre collection de blobs à la faveur de vos déplacements professionnels, c'est-à-dire quand vous avez bossé dans un labo, quand vous avez fait des conférences au Japon, etc. Et pour ramener les blobs à la maison en France, à Toulouse, enfin, il fallait les planquer, quoi. Ouais, enfin, on les cachait dans des bouquins. Moi, j'ai une amie qui m'en a envoyé un à accrocher une carte postale. Parce qu'en réalité, bon, mais alors que c'est pas invasif, il existe en France, Physarum polycifalum, c'est juste qu'il est hyper difficile à trouver. Physarum, autant on en trouve plein d'autres, mais lui, il est un peu plus difficile. Et maintenant, c'est un peu plus facile, on se les prête plus facilement, on se les envoie. Mais ouais, on se les cachait. Surtout, c'est quand je suis rentrée d'Australie qu'il a fallu que. J'ai vu que quelqu'un demandait comment on devient chercheur sur les blobs. En réalité, moi, j'ai une spécialité de comportement animal et après, on peut travailler sur le blob quand on fait du comportement. On peut travailler sur n'importe quel organisme en réalité. Et moi, j'ai une spécialité de base sur les fourmis. Le blob est venu après. C'est une découverte par accident. Voilà. C'était pas un plaisir de ma part. Spécialiste des fourmis, hein, c'est myrmécologue. Hein. Myrmécologue, ouais. C'est pas un mot qu'on rencontre pas de nom pour les blobs. Tous les jours. Non. Mais alors, c'est vraiment les hasards de la recherche, quoi. Hein. Vous étiez en Australie, je crois, et puis une semaine avant de partir, il y a votre chef de labo qui vous dit « j'ai un super plan ». C'est ça. En fait, moi, je travaille sur la nutrition chez les fourmis et mon chef de labo, il travaille sur la nutrition chez plein d'organismes et il lui manquait un organisme unicellulaire. Et en fait, c'est très difficile de travailler sur les organismes unicellulaires parce que par définition, on ne les voit pas, c'est trop petit. Et il voulait absolument faire ses tests de cafétéria. Et c'est en discutant, je connaissais les expériences de Toshiaki Nakagaki au Japon sur le blob. Et du coup, on a discuté, on a dit, on pourrait travailler sur le blob. Il y en a un dans le labo d'à côté, oh super. Et en 3 semaines, on a monté une manip. Alors, on ne savait même pas ce qu'ils mangeaient au départ. Du coup, on lui a donné de la nourriture des fourmis qu'on avait diluée. Ça a été un peu compliqué au départ. Et finalement, comme l'expérience n'était pas finie, il a fallu que je rentre en France parce que j'avais eu mon poste au CNRS. Et du coup, je suis rentrée avec mes blobs et j'ai continué l'expérience, arrivée à Toulouse. Mais donc voilà, il a fallu tout prendre et cacher dans les valises, le blob australien. Blobologue propose Marie-Laure Montel. Alors là, c'est la collection. Il y a Twitch Ghost qui dit quand on devient chercheur de blob internationalement, on est blob trotteur. On est blob trotteur. J'aime beaucoup blob trotteur. Il y avait une question sur alors le Kikowawa 3182, le blob est sur toutes les bouches, façon de parler, dans mon école depuis qu'on a commencé à en élever dans ma classe. Chacun veut son blob de compagnie, c'est trop marrant. Il doit y avoir une communauté terrible en fait, Audrey Dussutour. Ouais. Oui, il y a une. Sur les réseaux sociaux, hein. Vous êtes sur Twitter, vous avez une page Facebook, oui. Vous avez des gens qui vous posent des questions, qui vous demandent des conseils. Oui, et d'ailleurs, je m'excuse officiellement si je mets du temps à répondre. À ce moment, c'est très compliqué. Mais oui, je suis quand même, j'y vais au moins une fois par semaine, je regarde, mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu difficile de suivre. Mais oui, il y a une page, mais il y a aussi une autre page qui s'est ouverte par des jeunes, je crois, qui travaillent aussi sur les blogs, où les gens partagent des expériences d'élevage de blobs. C'est très rigolo d'aller sur cette page, voir les gens qui se donnent des petits conseils d'élevage. Enfin, le blob, finalement, il a fait sa vie, il est autonome, il n'a plus besoin de moi, il fait sa petite vie sur le web, sans moi. Bon, mais peut-être qu'un des internautes va trouver les références de cette page de témoignages de blob, il pourra nous la publier. La question de One était intéressante. Alors, j'ai perdu la question de Airwop. Peut-être qu'il pourra nous la reposer. Depuis quand ça existe? Avant les dinosaures de Toura, oui, avant les dinosaures. 70. Oui, c'était avant les dinosaures parce que les premiers spécimens de Myxomycètes, donc ça, c'est la classe, là où il y a tous les blobs, on pense que c'était il y a 1 milliard d'années, à peu près. Donc, ce n'était pas Physarum polycéphalum actuel, hein, mais c'est quelque chose qui ressemblait beaucoup. Donc, c'était avant les dinosaures, bien avant. Il y avait une question. Alors, les éleveurs, comme toi, Valentine, ont pu s'en rendre compte.
On a compris qu'est-ce qui était l'entrant, c'est-à-dire qu'est-ce que mangeait le blob, des flocons d'avoine. Mais qu'est-ce qu'il en sort du blob? Est-ce qu'il y a des défécations de blob? Bah oui, comme tout organisme vivant, ça rentre, ça sort. Et donc oui, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se repèrent entre eux, c'est très très drôle. Quand un blob mange, il relargue plein de choses, dont le calcium, en grande quantité, et les autres blobs savent détecter en fait ce calcium à distance, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans une boîte de pétri. Ils sont attirés les uns par leur déjection, c'est mignon, n'est-ce pas? Donc c'est des petites graines, ça, Valentine, tu l'as vu ça? Il fallait nettoyer non, la boîte de pétri grains. comme on nettoie. C'est une couleur jaune un peu, ça, c'est plus, ouais. Ça prend une couleur un peu particulière. Oui, ou une espèce de bave aussi, j'ai remarqué quand il sortait de sa boîte, il pouvait se faire un espèce de petit filet en bave étrange. Je sais pas trop ce que c'est le mucus, ça. Alors le mucus, il en sécrète, voilà, le mucus, il en sécrète en permanence. Le blob, en fait, il a besoin de s'isoler de la sécheresse. Et donc, en fait, il sécrète comme un manteau pour se protéger de la dessiccation. Et il sécrète du mucus tout le temps. Et il utilise aussi son mucus des fois pour s'isoler. Quand il est sur quelque chose qu'il n'aime pas, il fait des murs avec son mucus. Et ce mucus, il l'utilise comme une mémoire spatiale parce qu'il utilise ce mucus pour savoir où il a déjà exploré. Parce que ça lui sert comme dire, ah ben là, j'étais là, donc je pose mon mucus. Là, j'ai déjà été là, je pose mon mucus. Comme ça, il peut explorer, parvenir ou tourner en rond. C'est donc une forme de navigation. Et c'est une étude qu'on avait publiée en 2012, je crois, et qui était donc sur la mémoire spatiale du globe. Donc, c'était vraiment comme les fourmis laissent des petites traces. Il y a un internaute qui a retrouvé l'adresse de la page dont vous parliez, Audrey Dussutour, ces témoignages d'éleveurs de blob. Ça s'appelle Blob France. C'est Jojo-FGT qui a retrouvé la référence. Flintstone pose la question, quelle est la place de ce petit organisme dans l'environnement? Est-ce qu'il occupe une place particulière? Comme tous les organismes, il a une place. Il faut imaginer que tous les organismes, ils sont connectés à d'autres, et lui, il est connecté surtout avec les plantes, c'est-à-dire que le blob, il mange donc bactéries, champignons dans la nature, et les produits de la digestion, tout ce qu'il ne veut pas, il le relargue dans l'environnement, et c'est des micro-éléments qui vont être recaptés par les plantes. Parce que les plantes, ça mange pas des gros flocons d'avoine, ça mange des éléments, des petits atomes. Des petits ions. Et pour ça, il faut que ce soit prédigéré par des organismes. Et le blob, il est là pour prédigérer ces choses qui relarguent dans l'environnement, et les plantes peuvent les récupérer. Et les champignons aussi. Donc, il aide un petit peu. Il prédigère. C'est un peu comme les détritivores. C'est pas un détritivore, mais c'est un petit peu ce système-là. Mais alors justement, ça fait un bon lien avec la question de Coco Yaya, là, qui dit que lui, il le fait travailler, son blob, il l'utilise pour assainir sa poubelle. Oui, il y a des gens qui le mettent dans le compost aussi. Alors, c'est pas aussi bon que les vers, il paraît, parce que j'ai des amis qui ont mis des blobs partout dans leur compost, mais le blob, souvent, il sort du compost, il explore le couvercle, c'est un peu ragoûtant. Il reste moins en place que les vers. Mais, mais oui, on peut le mettre. Souvent, quand les enfants ont trop de blobs, je dis aux parents, mais si vous avez du compost, mettez-les dedans. Ça va l'occuper au blob. Vous pouvez aussi le rejeter dans la nature, ça ne craint pas grand-chose. Alors, The Remplaçant nous dit, quand j'entends le mot blob, ça me rappelle un film d'horreur des années 90. Alors, j'en profite pour dire qu'on a évidemment fait une référence à tous ces films en début d'émission. On est ensemble avec Audrey Dussutour et avec Valentine Delattre depuis 17h30, et l'intégralité de cette émission sera visible en replay sur la chaîne Twitch de Science et Avenir, mais ça dure que quelques semaines. Elle le sera par contre de façon définitive jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que les blobs meurent de vieillesse, sur le site web de Science et Avenir, sur notre page YouTube. Donc vous pourrez revoir tout cet entretien et notamment les références à ces films de blob. Capitaine New New pose la question, Audrey, pensez-vous que ces recherches peuvent apporter dans le domaine médical? Alors, on en a parlé tout à l'heure, on a dit que les spécialistes du cancer s'y intéressaient, mais là, Captain New pose la régénération de membres. C'est vrai qu'après tout… Oui, alors, on en est loin un petit peu. C'est plutôt la régénération cellulaire qui nous intéresse un petit peu, comment la cellule, en fait, se débarrasse. Alors, le vieillissement cellulaire, comment ça marche? La cellule, elle s'oxyde, elle accumule ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et on aimerait bien voir comment le blob, lui, se débarrasse de ce stress oxydatif, parce qu'il a aussi ce stress oxydatif quand il vieillit, donc ça existe chez lui aussi, mais il est capable de s'en débarrasser. Donc ça serait super si vous pouvez voir quelle est sa formule magique pour se débarrasser de ce stress oxydatif. Et c'est quelque chose qu'on attaque en ce moment-là comme recherche, c'est très récent.
J'ai une étudiante qui va travailler dessus dès le 29 mars. Donc, c'est vraiment ça. Peut-être on aura une réponse. Parce qu'il a aussi des caractéristiques en termes de cicatrisation qui sont, je ne sais pas, uniques dans le règne animal. On voit ça chez Wolverine, chez les X-Men. Il cicatrise en moins de 2 minutes. Et son cytoplasme, donc c'est le liquide qui est à l'intérieur de la cellule, qui est un petit peu comme le sang du blob, coagule très rapidement. Donc on ne connaît pas exactement comment se fait ce phénomène non plus. Et en médecine, pour la dernière application possible, c'est que le blob, comme il mange des bactéries et des champignons, il sécrète sûrement des antifongiques et des antibiotiques, mais on ne les connaît pas encore. Peut-être que c'est des antibiotiques communs qu'on connaît déjà, peut-être que c'en est des nouveaux. Il faudrait que des chimistes se penchent un peu dessus. C'est vrai que nous, en tant qu'éthologues, spécialistes du comportement, c'est un peu loin pour nous, ce type de recherche, mais il faut d'autres chercheurs, il faut des nouveaux chercheurs sur le blob. On n'est pas assez nombreux. Il n'y a pas déjà une collectivité, ça doit partir dans tous les sens, les horizons scientifiques du blob. Oui, alors en France, on est peu. Faut être honnête, on est 4 ou 3, 5. 3 ou 5. Au Japon, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Japonais qui travaillent sur le blob. Alors, c'est pour la petite histoire. C'est parce que l'empereur Hirohito adorait les myxomycètes et les collectionnait. Et il a même écrit un livre sous un faux nom où il parlait des blobs. Et du coup, il a beaucoup, en fait, ça a fait que la recherche sur les blobs au Japon, elle est vraiment encouragée, c'est financé, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et du coup, il y a beaucoup de chercheurs, vraiment la plus grande partie de la recherche est faite au Japon sur les blobs. Ouais, vous dites dans le livre, vous racontez comment vous avez visité le labo du grand spécialiste japonais, peut-être à Tokyo, je ne sais pas, mais c'était vraiment, ils ont du matériel, quoi. Hein, ça montre aussi un peu. Là aussi, on voit le décalage qu'il peut y avoir entre la science à la française et ailleurs. C'est un labo qui est super. Moi, j'y étais 2 fois. On y est retourné après avec Jacques Mitch, le réalisateur du film, pour voir Toshi. Et c'est vraiment un labo exceptionnel. Toshi est un être incroyable, vraiment super sympa aussi. Et vraiment, c'est le paradis pour des gens qui travaillent sur le blob, quoi. Alors, Jacques Mitch, c'est le réalisateur du documentaire qui s'appelle Le blob, un génie sans sermentaire, qui avait été diffusé sur Arte, avec votre tour. On le trouve encore sur YouTube, la page officielle d'Arte. J'en ai vu des extraits, j'en ai vu des morceaux. Il est en intégralité. Team 2 VKD demande quand est-ce qu'il sortira. Il est déjà accessible, il est déjà visible. Il y avait une question sur les prédateurs. Est-ce que le blob a des ennemis? Et une question précédemment disait, est-ce qu'il y a certains virus qui peuvent avoir sa peau? Alors, les virus attaquent tous les organismes vivants, donc même le blob peut avoir des virus. Alors, nous, on n'en a pas eu pour l'instant au labo, mais il pourrait en attraper. Et son prédateur le plus redoutable, c'est la limace. Bien qu'elle soit très lente, elle est quand même plus rapide que le blob. Mais il peut se défendre un peu. Il nous est arrivé une petite anecdote pendant le tournage. Avec Jacques Mitch, on avait un terrarium de 2 mètres sur 2. On avait recréé la nature. Et on avait donc ramené des choses, et d'autres des limaces sans le savoir. Et pendant le film, pendant qu'on filmait le blob, il y a une limace qui est venue comme ça brouter notre blob. Et d'un coup, elle a tétanisé complet. Elle s'est arrêtée. Et là, le blob lui a passé dessus. Il a commencé à manger son mucus. Et puis, il est parti. Et la limace, plus tard, s'est réveillée. Donc, on s'est dit que le blob devait sécréter une petite toxine pour anesthésier les limaces. Et on a vérifié ça avec une collègue qui est au laboratoire d'Albi, avec des petites planaires, des petits verres plats qu'on a jetés sur le blob. Et pareil, elles ont tétanisé comme ça. Donc, le blob, il n'est pas sans défense, quand même. Il doit sécréter un petit anesthésiant, une petite chose comme ça. Valentine, quand tu avais ton petit élevage de blob, là, tu en as passé des morceaux à des camarades, je crois même à l'intérieur même de la rédaction. Tout à fait. Donc, tu t'es rendu compte que comment tu le coupais, comment ça se manipulait. Il était étalé dans sa boîte et on le coupe en deux avec du bout d'un couteau et de cicatrisation, ça se constate, il se passe quelque chose, quoi. Il reprend, ça fait 2 formes différentes, comme 2 œufs au plat qui se disjoignent. Ouais,
À peu près. En fait, on peut pas le prendre tout seul parce que c'est juste une cellule avec une membrane cellulaire autour. Donc, si on le prend, on casse la membrane et ça devient juste un espèce de pus jaune. Donc, on peut pas tellement le transporter. Et là, donc, quand on veut le... Alors, je sais pas, il est mort à ce moment-là? Oui, si on l'écrase, le blob, il meurt. Il faut pas l'écraser. En fait, on peut le couper, ça cicatrice directe, mais par contre, comme disait Valentine, on peut pas vraiment le prendre. Il y a pas moyen de le prendre à part avec ses flocons, quoi. Il faut le prendre avec ses flocons, toujours avec son substrat. Ouais. Voilà, donc en fait, je découpais un bout avec le gel d'agar qui était en dessous, et c'est ce petit bout-là que je mettais sur un autre gel d'agar dans une autre boîte. Dis un mot, Valentine, c'est quoi ce gel d'agar? Parce que moi, je connais l'agar-agar ou l'agra-agra, je sais plus comment on appelle ça pour faire les gâteaux, mais c'est quoi le gel d'agar? Parce que certains, parmi les internautes, posaient la question, disaient, est-ce qu'il faut avoir des coniques pour élever son blob? A priori, il n'en faut pas, mais là, déjà, tu rentres dans l'idée. Qu'est-ce que c'est ce substrat? Alors, c'est pas obligé d'utiliser ça, mais c'est ce que Audrey utilisait et du coup j'ai fait pareil. Et donc en fait c'est un gel qu'on fait avec de l'eau dans une casserole, qu'on fait bouillir et on met dedans de l'agar-agar un petit peu pour la solidifier. Et donc c'est c'est de la gelée d'eau en fait, pour avoir un substrat humide sur lequel le blob puisse rester sans se dessécher. Et donc on en met juste dans le fond des boîtes. Et voilà. Et il faut le changer régulièrement parce que sinon il y a des bactéries ou des choses comme ça qui se développent dessus et qui viennent manger le blob, donc c'est un peu délicat. D'accord. Voilà. Et j'avais une question, si je puis me permettre. Pardon. Ouais. Vas-y. Pardon. J'en profite qu'Audrey soit là pour lui poser une question. J'ai vu passer une question à propos des sports dans le chat et j'ai fait une petite expérience une fois. Je lui ai mis du liquide de e-cigarette dessus, donc je pense que c'est la nicotine qu'il n'a pas du tout aimé, mais vraiment tellement pas qu'il s'est mis à faire des sports. Et je voulais savoir ce que ça voulait dire. Je ne sais pas du tout. Je sais que la caféine, c'est ça aussi, ça stimule la sporulation. Alors la sporulation, c'est aussi quand ça ne va pas du tout. Le blob, il fait ça pour se reproduire, mais aussi c'est une forme de résistance comme la sclérote. Et du coup, il fait des sports quand il n'est pas content. Parce que la sport, elle peut vivre pareil, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils en ont trouvé dans l'ambre et tout. Donc c'est une forme de résistance, donc il a clairement pas dû aimer quelque chose, mais c'est pas si mal parce que d'habitude quand il aime vraiment pas, il meurt aussi. Si on met du poison dessus, il meurt. Ou il sacrifie, il fait comment on appelle ça, de l'autotomie, je crois, la tautotomie, je sais plus comment. C'est comme les lézards qui enlèvent leur queue, le blob il sacrifie une partie de lui. Il arrive à faire ça aussi. D'accord. J'ai déjà eu des blobs avec des trous comme ça. Ouais. Mais c'était joli les sports, on aurait dit du caviar presque. Des petites boules noires comme ça. Elles sont très très belles, elles sont noires et si on les regarde à la loupe binoculaire, vraiment les trucs qu'on trouve dans les écoles là, elles sont iridescentes en vrai, elles sont noires mais elles ont tout un arc-en-ciel dessus, c'est hyper beau. Ah génial. Alors il y a Naofel qui fait un commentaire, il dit c'est étonnant ce que tu racontes Valentine parce qu'il paraît que le tabac c'est mauvais pour faire du sport. C'est bien celle-là. Joli. Alors on remercie SKYZ _YZZ qui a fait un don de 1 euro. Hein. Vous pouvez nous faire je crois qu'on faire des subs. Hein, Valentine, tu parles de Twitch, non? On fait des subs. Oui. Ça, c'est bien ça. Faites des subs pour le train de la hype. Des cheers. Et des cheers. Tout à fait. J'ai oublié ce que c'était les cheers, mais je sais que ça peut s'insérer ça dans la conversation. Alors, il y a Twitch Ghost qui dit « Je me permets de reposer ma question. Le blob possède-t-il la capacité d'apoptose ?» Alors, l'apoptose, c'est la mort de la cellule, la mort cellulaire. Donc, c'est des cellules qui, quand on dit qu'elles rentrent en apoptose, elles se sacrifient, en fait, elles meurent. Et nous, on n'a pas vu d'apoptose chez le blob. À chaque fois que le blob est mort, c'était notre faute. C'était jamais le blob qui avait décidé de mourir. Alors, souvent, ce que disait Valentine, c'est contamination, notre grand problème. Mais on n'en a plus du tout maintenant, parce qu'on a bien su maîtriser ça. Mais en fait, les contaminations, la plupart du temps, c'est parce que des gens donnent trop à manger au blob, parce que les contaminations, elles viennent du flocon d'avoine. Et quand on donne trop à manger à notre blob, le flocon d'avoine à 20 degrés dans un milieu humide, ça crée de la contamination. Donc, il vaut mieux affamer un petit peu son blob pour éviter ce genre de problème. Et après, du coup, on peut, comme ça, garder son blob un peu plus longtemps dans une boîte. Voilà. Alors, si je travaille dans les conditions stériles, non. Alors, moi, je ne travaille pas du tout dans les conditions stériles. Honnêtement, travailler dans les conditions stériles, c'est très, très difficile en laboratoire et surtout, le blob, il n'aime pas. On a déjà ce qu'on appelle stériliser ses flocons d'avoine. On les a mis dans une autoclave, une cocotte minute un peu. Et quand on lui a donné les flocons, il les a beaucoup moins aimés qu'habituellement, parce que le blob, il aime bien le microbiote qui vit sur les flocons aussi, parce qu'il aime bien les micro-organismes. Donc, quand on stérilise tout, il fait un peu la tête. Donc, non, on ne travaille pas en milieu stérile, il n'y a pas besoin avec le blob, honnêtement.
Alors, c'est quoi la taille maximale d'un blob? C'est quelque chose qu'on a dit en début d'émission. Hein, vous parliez de 10 mètres carrés, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas réussi à observer. À mon avis, ça peut être bien plus. Non, ça peut être bien plus. On avait pensé avec Jacques Nietzsche faire un blob géant, mais c'était trop de temps. Voilà. Alors, on a bien dit en début d'émission, hein, revoir en replay que c'était ni un champignon, ni un animal, ni un végétal, mais on sait que dans le règne des champignons qui peuvent avoir la taille d'une ville, quoi, hein, ça peut aller très très loin. Oui, oui. D'ailleurs, je vois dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui dit non, le blob le plus grand, c'est 10 km. Alors, c'était un petit peu particulier, c'est moi qui raconte cette anecdote dans le livre, où on a retrouvé en effet le même blob sur 10 km, mais il n'était pas entièrement connecté. C'est juste qu'ils retrouvaient des bouts de blob sur 10 km, c'était toujours le même. Donc, en effet, il avait complètement contaminé une aire de 10 km. Mais ils n'étaient pas entièrement connectés, tous les bouts de blob. Parce que quand on marche sur un blob, on le sépare en deux. Et oui, c'est ça, voilà. On le disperse façon puzzle. Twitch Ghost dit « Je ne crois pas qu'Audrey ait répondu sur comment déterminer l'âge d'un blob. » C'est vrai que vous avez dit que vous avez en labo des blobs qui ont 70 ans. Alors, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit au moins 70 ans, parce qu'on ne connaît pas l'âge de nos blobs. Nous, on les a récupérés dans un laboratoire qui s'appelle Carolina, qui les a depuis 70 ans. Ils les ont récupérés dans la nature. On ne sait pas l'âge qu'avait ce blob. Alors nous, quand on parle d'âge du blob, c'est du moment où on le réveille de la dormance, on le laisse, et là on va dire, ah, c'est un blob de 6 mois, c'est un blob de 7 mois, mais en réalité, lui, il est bien plus vieux que ça, puisque avant la dormance, c'était le même blob qu'avant. Donc en réalité, l'organisme, le génome, en fait, l'organisme, l'unité génétique est bien plus vieille que ça, mais nous, quand on parle d'âge de nos blobs, c'est au moment où on les réveille, comme la petite sclérote qu'a montré Valentine tout à l'heure, à partir du moment où elle est réveillée, on dit, ah, le blob a 10 jours, 15 jours. Mais en réalité, nos blobs, ceux qu'on a, parce qu'on en a de plusieurs, comme on disait, origines, c'est toujours des Physarum polycéphalum, mais on en a qui viennent d'Australie, du Japon, des États-Unis. On ne connaît pas leur âge actuel. Mais ils sont vieux. Ils ont tous au moins plus de 50 ans. Alors, deux questions qui se rejoignent. El Famoso Chibro, le blob a-t-il évolué, muté depuis sa création? Oui. Et Coq pose la question, le blob était pareil il y a 1 milliard d'années ou est-ce qu'il a évolué? Non, il a évolué comme tout. Est-ce que vous êtes intrigué par son intelligence? Alors, il a évolué, mais il évolue très lentement. Mais comme tous les organismes, il évolue. Mais vraiment très, très lentement parce qu'il y avait un fossile qui a 40 millions d'années, je crois. Ils avaient regardé et finalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec le blob actuel. Mais il évolue quand même. Et on peut avoir des mutants. On a des mutants, mais c'est des mutants de laboratoire qui ont été faits en ce qu'on appelait à l'époque la mutagénèse non dirigée, c'est-à-dire que vous irradiez en fait vos blobs et vous regardez ce qui sort. Et donc, nous, on a 3 blobs mutants au labo, dont un albinos. Donc, c'est Physarum polycephalum, mais il n'est pas jaune. Ce qui est difficile pour le Alors, le 12 albinos, du Cofior PZ Street 77, il vient d'arriver sur le direct, il pose la question, c'est quoi un blob, un champignon? Non, c'est ni un champignon, ni un végétal, ni un animal. Vous pourrez revoir toute la vidéo en replay sur le site de Science et Avenir. Dès le début de l'émission, on parle de ces questions-là. Est-il capable de scissiparité? Tom Alors, oui. Sur certains, bizarrement, quand on lui donne une nourriture très enrichie en protéines, on lui avait fait des flancs hyper protéinés avec des protéines qu'on utilise pour les salles de sport. Et là, le blob faisait plein de petits blobs. Alors que d'habitude, il ne fait pas ça. Il ne fait pas de la scissiparité. C'est nous qui le faisons avec nos emporte-pièces. Mais lui, il ne le fait pas naturellement. Naturellement, se séparer en plusieurs morceaux. Mais il le fait quand le substrat est très riche en nourriture. Et donc, on pense que c'est parce que du coup, il a cette capacité à se dire, bon, mais là, je suis dans un truc très enrichi, donc je vais me séparer, je vais prendre je vais partir dans plusieurs directions. Mais voilà, bon, il ne fait pas vraiment, c'est pas quelque chose qu'on occupe. Voilà. On avait un commentaire très sympa de 2010 qui disait, je suis arrivé depuis pas très longtemps, mais je voulais vous dire que c'est super, que voilà, je suis arrivé il y a peu sur le live, mais je tenais à vous dire que super, et la façon dont vous en parlez est vraiment captivante. Et tout simplement génial. Merci, une excellente continuation. Love Science. Bah, c'est ça, un message comme ça, hein, vous faire pleuvoir sur nos feeds Twitter et Facebook, etc. Bon, voilà, on est preneurs. On est preneurs.
les découvertes sur la santé, on en a Astrogots X, on en a parlé plus tôt dans l'émission. Tu pourras le réécouter. Il y a vraiment, c'est ce qu'on voit, hein, la science fondamentale comme ça qui se penche sur un sujet qui peut paraître comme ça étrange, voire rigolo. Eh ben, ça peut déboucher sur des découvertes fascinantes et surtout qui ont un impact sur la vie de tous les jours. Et avec la question du blob, on est aussi dans ces considérations-là. Le blob est-il comestible? Ça aussi, Audrey, vous avez parlé de ça. Vous avez dit qu'il y avait une tribu en Amazonie. Ouais, mais vaut mieux pas les manger, honnêtement. Physarum polycephalum, il est hyper indigeste. Il ne va pas vous empoisonner, mais il est indigeste. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire de la farine, comme les farines animales et tout ça? Je vous le déconseille. En plus, ça mange beaucoup trop de flocons d'avoine, autant prendre les flocons directement. Oui, mais c'est vegan parce qu'il ne souffre pas. Le blob souffre. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que le blob souffre? Alors, il n'y a pas de système nerveux, mais alors, il n'a pas la souffrance comme nous on l'appelle, une souffrance consciente, mais il peut être stressé. Donc, on peut voir quand le blob est stressé. Quand il n'aime pas les choses, qu'il n'est pas content, il nous le dit. Il tremble? Non, mais il fait des structures. Quand il n'aime pas quelque chose, il est hyper marrant, quoi. Moi, je trouve ça hyper drôle, mais il commence à trouver. Audrey, ça me fait penser à quelque chose. C'est tiré. Bon, avec les araignées, il y avait eu des expériences sur l'usage des drogues. Et on avait vu que des araignées, selon les drogues qu'elles avaient ingérées, elles pouvaient faire des toiles avec des formes complètement tarabiscotées. Mais enfin, si c'était du LSD, c'était telle forme. Et si c'était, je ne sais pas moi, une autre drogue, je ne connais pas en drogue, c'était une autre forme. Bon, est-ce qu'on a fait des expériences un peu dans ce goût-là avec les blobs? Ça aurait un sens? Ils prendraient des formes d'hexagones, de cubes, je ne sais pas moi. Alors moi, j'ai donné de la cocaïne. Parce que dans mon labo, on fait des neurosciences dans mon laboratoire et on travaille sur l'addiction. Voilà. Et il a détesté, honnêtement, il a détesté. Il est parti sur le plafond de la boîte, il n'a même pas voulu y aller. C'était la cata, c'était vraiment l'horreur. Par contre, on a fait des tests plein de substances parce qu'on voulait voir à quel point il était capable de déceler dans l'environnement des substances dont les perturbateurs endocriniens. Et on avait testé tous les antidépresseurs, les hormones et tout. Et le blob adore les antidépresseurs. Et il les détecte à 10 mg par litre. 10 mg par litre, c'est vraiment, mais c'est rien, c'est 3 graines dans un grand litre d'eau. Et si on lui donne à explorer un substrat où il n'y a pas d'antidépresseur et un substrat où il y a l'antidépresseur, il préfère aller du côté où il y a l'antidépresseur. Incroyable. Voilà. En fait, il est trop stressé dans nos labos, c'est pour ça. D'accord. Bon, encore une fan du blob. Bonjour, qu'on parle du blob sur Twitch. Je trouve la raison de Almao très intéressante. Alors, j'ai raté la question. Il dort ou se reproduit suite à des stress. Il a donc une certaine sensibilité. Bon, c'est un petit peu ce que vous... Je la vois, la question. La sensibilité, la souffrance. Oui, le blob conserve ses connaissances. En effet, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Si vous venez juste d'entraîner votre blob, par exemple, à aimer le sel ou à aimer la caféine, si vous l'endormez juste après, il faut vraiment le faire juste après, et que vous le réveillez un an après, un mois après, il s'en rappelle, en effet. Donc, il garde sa mémoire à long terme, et on a montré qu'en réalité, c'est parce qu'il garde la substance à l'intérieur de la cellule. Donc, il garde finalement cette mémoire de la substance. Expérience avec l'électricité ou la pression d'un fluide qui serait exercée sur lui. C'est une question de, c'est quoi, Joel Bûcheron, comment le blob réagit face à l'électricité? Alors, moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai un collègue qui a montré qu'il était très conducteur, donc il s'est amusé, mais le blob n'est pas trop gêné par les courants électriques. On m'a posé beaucoup la question sur l'électromagnétisme, mais j'avoue qu'on ne l'a jamais fait. Nous, on avait testé, par contre, pour le fait, avant qu'il parte dans l'ISS, on avait testé plutôt la forme de dormance, le sclérote. On voulait voir est-ce qu'il pouvait résister aux vibrations, au froid, au chaud. Et on a vu qu'on pouvait le mettre jusqu'à 80 degrés en dormance. On peut le mettre à moins 80. On peut le mettre au micro-ondes 5 minutes quand il est en dormance. Et il survit. Donc, quand il est en dormance, il est vraiment en mode résistance. Par exemple, pour l'ISS, il faut les stériliser. On ne peut pas envoyer un blob tout crade avec ses bactéries dans l'ISS parce que voilà. Et donc, on le plonge, mais pas très longtemps. On le plonge dans l'alcool absolu, donc c'est l'alcool à 99%.
C'est bien plus que l'absinthe. On le met dans l'alcool absolu, on le ressort très vite fait, on le met dans la javel, on le ressort très vite fait, on le remet dans l'alcool, on le ressort, et là, on le laisse sécher très rapidement, et il revit après ça. C'est quand même fou. Et il est stérile surtout, et il est propre. Alors c'est génial. On est à plus de 6000 spectateurs. Hein, c'est super. On est très, très contents. Merci à tous d'être là. Hein. Abonnez-vous à la chaîne hein, pour être au courant des directs que nous faisons sur la chaîne de Science et Avenir tous les jeudis à 7h30. Il y a Jojo FGT qui demande combien d'espèces, Audrey, combien d'espèces de blobs vous avez dans le labo? Alors, des variétés de Physarum polycéphalum, on en a une quinzaine, mais d'espèces, on en a 3 actuellement. On a Physarum polycéphalum, Physarum roseum et Badamia utricularis. Physarum polycéphalium, c'est le nom de l'espèce ou c'est le nom c'est le nom de l'espèce pourtant? C'est une espèce, mais on a 3 espèces. On a Physarum polycéphalum, mais en 15 variétés qui viennent de zones un peu différentes. Donc, c'est des individus de Physarum polycéphalum. Là, on a le rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ouais. C'est ça. On a Physarum roseum, voilà, qui est là. Celui qui n'est pas très ragoûtant, qui fait très Halloween. Et on a Badamia, que je n'ai pas là, mais qui est orange. Badamia, très sympa, Badamia. D'accord. Voilà, et alors, Milo92, je suis arrivé il y a 20 minutes, je vais regarder le replay, c'est oui, très bien, bon réflexe. Pourriez-vous dire un mot sur l'intérêt éventuel dans l'optimisation des réseaux? Oui, ça c'est aussi une question dont on a parlé assez longuement, Gwen Lorck, vous pourrez le replay. Est-ce qu'il survit en milieu anaérobique? Demande Nébulo ça. Non. Pas du tout. Le blob, il a besoin d'oxygène, il respire. C'est pour ça qu'à la maison, quand vous les gardez dans des Tupperware, il faut faire des mini trous dans le Tupperware parce que sinon le blob, il n'aime pas ça. Il respire, il a besoin qu'il y ait un peu d'air qui rentre dans la boîte. Alors, il ne faut pas qu'elle soit grande ouverte pour garder l'humidité, mais des petits trous. Alors, il y a une question aussi sur le nom Myxomycète. Le Myxomycète, c'est aussi le nom scientifique du blob, mais c'est un nom qui porte un peu à confusion parce que je crois que ça veut dire le champignon gluant. Oui, alors la Myxomycète, c'est la classe dans laquelle est Physarum polycéphalum. Donc, vous avez les amébozoaires, c'est le grand règne. Et à l'intérieur, vous avez des classes. Il y a la classe des Myxomycètes, et là, il y a 10 000 espèces. Et là, vous avez trouvé Physarum polycéphalum. Donc, les Myxomycètes, vous allez voir, c'est une classe, mais il y a une variété. Il n'y a pas que les blobs comme on voit avec les réseaux. Il y en a, les Myxomycètes, il y en a, c'est des boules juste. L'Icogala, par exemple, c'est des petites boules roses, on dirait des fraises tagala, et ça ne bouge pas trop, ça fait juste grossir en volume comme ça. Il y en a qui ressemblent à un peu des spaghettis. Physarum, en fait, il fait partie d'une famille qui s'appelle les Physaridés. Et donc là, vous avez trouvé tous les blobs sur lesquels nous, on travaille, Badamia, Physarum roseum, Fuligo. C'est tous ces blobs. Nous, on s'intéresse surtout aux blobs qui sont rapides, entre guillemets. Donc, ceux qui se déplacent vraiment. Oui, 4 cm par heure. Ouais, alors celui-là, c'est quand il est très, très fin et c'est le lu qui fait ça. Mais en vrai, c'est quelques millimètres. Les éleveurs vous le diront. Alors, Twist Ghost disait, vous parliez de veines tout à l'heure. C'est des veines, mais il n'y a pas de sang. Le blob n'est pas parcouru de sang. Non, c'est un cytoplasme. C'est le liquide intracellulaire et c'est un liquide qui transporte les noyaux, les organites de la cellule, les nutriments et les gaz. Donc, c'est un peu la fonction du sang, mais ce n'est pas du sang à proprement parler. Et donc, dans ces veines, ce liquide, il circule à quelques millimètres secondes. Donc, si vous le mettez sous une loupe binoculaire, donc vous mettez même une petite plaque, sinon même une petite plaque LED, vous savez, pour des tablettes pour dessiner là, vous pouvez le voir en fait ce flux se déplacer parce que ça se voit vraiment à l'œil nu, quelques millimètres par seconde. Et on voit que, alors c'est très rigolo, vous avez le flux, et donc ça va dans une direction, et puis d'un coup ça ralentit comme ça, et hop, ça repart dans l'autre sens. Parce que le blob, c'est comme ça qu'il avance, c'est comme un système de marée, il pousse son cytoplasme contre la membrane, il le reprend, il repousse. C'est vraiment comme quand vous poussez sur un truc de dentifrice et votre dentifrice il sort, il avance et c'est comme ça qu'il avance. C'est un système très particulier, un peu un système comme hydraulique pour se déplacer. Il y a plusieurs internautes qui demandent si on a observé un effet de la musique sur la musique adoucit-elle les blobs. Pas vraiment, mais par contre, le blob fait de la musique. Il y a un chercheur en Angleterre, c'est dans le film, ça, qui a connecté le blob avec des petites électrodes et tout, et qui a écouté la musique du blob. Voilà, la musique interne. C'est conceptuel, ouais. C'est en fait,
c'est synchronisé sur les rythmes dans les veines, et comme elles sont toutes désynchronisées, c'est très cacophonique. Oui, parce que chez nous, le sang circule dans un seul sens, hein, parce que ça aurait des problèmes. Ouais. Dans le blob, c'est pas le cas. Hein, à l'intérieur de ces veines, c'est ce que vous disiez, hein, c'est ce qui fait ce phénomène de reptation un petit peu. C'est ça. On appelle ça l'effet navette. C'est vraiment un aller-retour qui est toutes les 60 secondes, il change de sens. Et quand il veut aller dans une direction, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse, par exemple, 70 secondes dans un sens et 50 dans l'autre. Donc, finalement, ça finit par avancer dans la direction dans laquelle il veut aller. Et toutes les veines, en fait, le sens de circulation, il est vraiment un petit peu indépendant selon dans quel pseudopode et quelle zone du blob on se trouve. Donc, c'est très compliqué à comprendre. Et il y a beaucoup de biophysiciens qui essayent vraiment d'essayer de comprendre comment ces veines se forment, comment ça marche à l'intérieur. Et ça reste un mystère. Même si c'est un organisme très simple, il est très compliqué. Alors, il y a Ezeris qui pose la question, vous parlez de quel film? En fait, c'est un documentaire réalisé par Jacques Mitch en collaboration avec Audrey Dussutour, hein, pour tout l'aspect scientifique. Ce documentaire, le blob, un génie sans cerveau, un génie sans cerveau. C'est ça, hein, et c'est un documentaire qui est maintenant sur la chaîne YouTube d'Arte. Écoutez, Audrey Dussutour, on a dépassé les 6000, hein, c'est pas du Samuel Etienne, mais c'est quand même pas mal, hein, on peut être content de nous. Audrey Dussutour, on l'a dit tout à l'heure, à un moment, vous avez d'abord travaillé longuement sur les fourmis. C'est une question qui est maintenant complètement laissée de côté dans votre carrière? Un petit peu en ce moment parce que on a déménagé dans un nouveau bâtiment et j'ai pas beaucoup de place pour travailler sur les deux organismes, donc j'ai dû faire un peu des choix. Et donc pour l'instant, je laissais les fourmis, mais vraiment c'est provisoire de côté. J'ai encore quand même des étudiants qui travaillent avec moi, mais à l'étranger sur les fourmis. Ça reste quand même mon cœur de métier, genre les fourmis. C'est vraiment c'est passionnant et c'est un petit peu parce que j'ai vu la question passer dans le blog, dans le blog. C'est quoi la similitude entre les fourmis et le blob? Il y en a une, en fait. Ce qui me fascine chez ces deux organismes, c'est la façon dont ils arrivent à résoudre des problèmes de façon un petit peu distribuée, sans centralisation, donc sans cerveau. Chez les fourmis, on sait qu'il y a une intelligence collective, que quand vous mettez beaucoup de fourmis ensemble, elles arrivent à faire des choses incroyables qu'elles ne sont pas forcément capables de faire de manière individuelle. Donc, il n'y a pas un leader chez les fourmis, c'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. Et chez le blob, c'est aussi un petit peu auto-organisé. Et donc, moi, c'est ce qui me fascine chez ces deux organismes, c'est leur façon finalement de résoudre des problèmes qui est complètement différente de la nôtre, qui sont dans des systèmes hyper hiérarchisés, avec des leaders, des capitaines, des commandants, etc. Là, chez les fourmis, il n'y a pas ça. C'est une espèce de petite troupe d'anarchistes. Et pourtant, ça fonctionne hyper bien. Et le blob aussi, c'est un petit peu un anarchiste. Donc, c'est ça qui me plaît un peu chez ces deux organismes. Vous aimez les anarchistes. Vous les avez fait se rencontrer déjà? Il y a eu une question là-dessus. Ah oui, bien sûr, parce que ça, c'était forcément, on s'est dit, est-ce qu'on peut recycler le blob parce qu'on en jette quand même la moitié des blobs tous les jours, on en jette beaucoup. Et on s'est dit, si les fourmis pouvaient le manger, ce serait quand même chouette. Et non, les fourmis ont détesté, le blob, lui non plus. Donc vraiment, ça a été vraiment comme ça. Ils sont chacun restés de leur côté. On a dans le film, toujours son cerveau, on a une vidéo où il y a des fourmis qui sont en train de manger un champignon et elles seront chassées par le blob. Le blob vit en société, non, donc le blob, c'est plutôt un solitaire, quoi. Hein, c'est un solitaire, mais il communique un peu. Il communique, et j'ai vu la question passer, est-ce qu'il a un système de communication? Alors, le blob peut communiquer son stress à ses congénères. Quand un blob est stressé, ça c'était une expérience qu'on a fait l'année dernière, quand un blob est stressé, si on l'empoisonne ou si on irradie avec de la lumière, il peut sécréter des molécules dans l'environnement qui vont dire aux autres blobs, venez pas par là, c'est super dangereux. Et les autres blobs savent détecter ces molécules et partent dans la direction opposée. Donc, il communique un petit peu, un tout petit peu. Mais c'est pas un être social parce que si vous coupez votre blob en plein de petits morceaux, elles vont fusionner pour former un unique blob. Donc, vous avez toujours qu'un blob. Et quand ils sont, par exemple, d'origine géographique différente, on a le blob australien qui aime beaucoup ses congénères. Lui, il colle tout le monde. Et on a le blob américain qui est un peu le moins social, la sociale du groupe, qui va toujours chercher à éviter les autres. On n'a qu'un blob, on ne fait pas de généralité sur le lien graphique, mais voilà, on avait ces petites caractéristiques. Alors, il est 19h, écoutez, on est arrivé, c'est l'heure de la fin de notre direct. Hein,
c'est une conférence de presse de Jean Castex d'ailleurs. Hein, il devait la faire à 18 h, mais il a qu'on puisse aller au bout de notre Twitch et que vous puissiez tous être là avec nous. C'était passionnant. Audrey Dussutour, votre enthousiasme a été célébré par plusieurs commentaires sur ce chat. Je rappelle que vous êtes l'auteur de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. C'est en livre de poche. C'est vraiment un bouquin super parce que ça parle du blob, mais ça parle de la science telle qu'on la pratique aujourd'hui. Et c'est un livre très sympathique. C'est-à-dire que il y a beaucoup de vous, enfin, je vous connais pas, on se connaît pas, on s'était jamais vu avant, mais c'est très sympathique. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le livre. Valentine Delattre, vidéaste de YouTube Science Toire, une prochaine vidéo peut-être qui arrive dans les temps à venir. Oui, très bientôt. Sur la structure interne de la Terre. J'en dis pas plus. Ah bah quel je peux programme. pas faire plus sexy que ça. Peut-être que vous ferez Non, c'est dur, mais peut-être que vous pourrez mettre un blob, un de ces quatre, dans une de vos vidéos. Ah, c'est une idée. Ah, quelle idée. Bon, ben écoutez, merci à tous. Je rappelle que le dernier Science et Avenir est en kiosque, qui fait sa couverture sur l'hydrogène, la solution hydrogène. On a aussi le trimestriel de la recherche. Attention, je vais faire une cascade comme Belmondo. Voilà. Et donc, la recherche, le trimestriel, l'origine du vivant, c'est aussi en kiosque. Merci à tous. Merci d'avoir été si nombreux. Merci Audrey d'avoir vulgarisé aussi bien des sujets complexes et intéressants, nous dit Astrogox. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Tout le monde a l'air content. Eh ben, c'est génial. On se retrouve jeudi prochain. C'est l'effet blob, voilà. Mais pas le blob sous cocaïne, donc on a compris. Donc on se retrouve à 17h30 la semaine prochaine sur la chaîne C'est à venir. Écoutez, abonnez-vous, partagez l'info, dites que Science et Avenir est sur Twitch, ça nous fera. Merci, à bientôt. Merci.